Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le Tête à Clash numéro 24. Et nous avons 4 invités, dont un petit jeune. C'est sa première fois. Il s'appelle Antoine Cohen. Il a écrit un livre qui s'appelle Une certaine idée de la France, que je vous fais voir là. Et Antoine est étudiant en droit à Assas. Il n'a pas choisi Nanterre, c'est curieux. À Assas, mais il paraît que c'est la faute de APB. Et il anime également un blog politique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Antoine ? C'est Antoine Cohen, wordpress.com. Ah, Antoine ? Cohen, wordpress.com. Parfait, merci beaucoup. Celle qui se trouve à ma droite, comme toujours, s'appelle Christine Tazin. Normalement, elle est en rouge. On ne sait pas bien pourquoi. Juste pour te faire parler. Ok. Et aujourd'hui, elle est plutôt en rose tout clair. Christine Tazin, c'est la présidente de Résistance républicaine et c'est la 4e fois, je crois, que vous venez, Christine. Au moins. Hein, peut-être voilà. même plus. Peut-être. Ouais. Ok, très bien. À ma gauche, Guillaume Bernard. Il est maître de conférence en histoire des institutions. Oui. Voilà, très bien. C'est ma spécialité, les idées Okay. politiques. Et dans quelle école ? À l'ICES, c'est une université catholique qui est à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Très bien. Donc vous êtes un habitué du TGV. Exactement. Ok. Une belle innovation en France. Ça coûtait pas mal cher, mais bon. Ok. Et le dernier, Xavier Moreau est chef d'entreprise et membre du Parti des démocrates. Chrétien-démocrate. Les chrétiens démocrates, oui, pardon. Voilà, membre du bureau politique, en fait, chargé des relations internationales. Oui, très bien, parfait. Alors, nous commençons. Sujet numéro 1. Refondation du Front National. Alors, ce congrès a eu lieu le week-end dernier à Lille. C'était le nouveau congrès qui était justement celui de la refondation, semble-t-il, celui du nouveau nom également, celui en fait de relancer Marine Le Pen après l'encalaminage suivant les présidentielles. Bien, moi, j'ai envie d'avoir votre avis pour savoir si oui ou non ce congrès s'est bien passé, si les objectifs que j'ai décrits et peut-être d'autres ont été atteints. Et qui va se saisir de la parole ? Guillaume. Je vais le faire. Oui, allez-y, Guillaume. C'est la montagne qui accouche d'une souris. C'est-à-dire que le Front National devait faire le bilan sur l'élection présidentielle, les élections législatives. On nous avait annoncé qu'il y aurait une réorganisation du parti. Ça, il semblerait qu'effectivement, Marine Le Pen a réussi à tout verrouiller en ne mettant au poste de direction que des personnes qui lui sont totalement inféodées. Et puis de l'autre côté, on nous avait annoncé qu'il y aurait une modification de la ligne, de la stratégie pour permettre au Front National... Non, quand on a écouté le discours de Marine Le Pen, et je l'ai fait tout l'après-midi, enfin toute une partie de l'après-midi le dimanche, on voit qu'il n'y a aucune modification de la stratégie. Elle s'entête, je dirais, dans l'idée qu'il n'y a pas de clivage droite-gauche, et elle prétend qu'elle veut faire des alliances. Alors, s'il n'y a pas de clivage droite-gauche et qu'elle prétend faire des alliances, avec qui veut-elle faire des alliances ? Si ce n'est normalement avec ceux dont elle est le plus proche, c'est-à-dire ceux qui sont quand même au moins de droite. Et donc par conséquent, honnêtement, là je crois qu'elle s'est enferrée, elle s'entête, et que le Front National est, semble-t-il, pas vraiment bien parti, même s'il y aura toujours un socle électoral pour ce parti, mais ça n'empêche qu'il n'y a rien de très nouveau. Vous savez, la veuve Canson, c'était Omar Mathieu. Je crains que pour le Front National, ça soit Marine Mathieu. Oui, mais... J'entends, Christine. Oui. La question de ce congrès, c'est un congrès pour repartir. Hein ? Oui, moi, ça marche pas pour vous ? Il faut faire le bilan des raisons de l'échec. C'est du Ça n'a pas été fait. C'est du rétropédalage, dans la mesure où, effectivement, moi, je trouve que rassembler sur la gauche, la droite, c'est une excellente rétropédalage idée. Idéologique, vous voulez dire ? Mais rétropédalage idéologique, à partir du moment où elle revient en arrière sur l'idée du référendum sur l'Union européenne, où elle évoque des alliances mais avec ça, Wauquiez. c'était avant la présidentielle, finalement. On a bien vu que son discours est en plein là-dedans, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'identité propre, effectivement, au FN. Elle touche un petit peu à tout, parce qu'une alliance avec Wauquiez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement qu'on revient dans le lot commun. Donc, à quoi ça sert ? Mais alors, pardon, juste pour comprendre, vous voudriez un Front National plus radical ? Bien sûr. Mais vous pensez qu'un Front National plus radical peut arriver au pouvoir ? Moi, je voudrais un parti patriote.
pas un parti qui va refaire ce qui est fait depuis 30 ans un petit peu partout. Ok. On retiendra pas, Cohen. la vérité, on ne retiendra pas grand-chose de ce congrès, si ce n'est le changement de nom, ou encore la suppression du poste de président d'honneur. Ce congrès a d'ailleurs été, comme vous le savez, perturbé par un incident avec l'assistant parlementaire de Sébastien Chenu, Davy Rodriguez, qui a d'ailleurs donné sa démission. C'est vrai que Marine Le Pen continue en fait à faire du Philippot sans Philippot. C'est-à-dire qu'elle est toujours sur un clivage souverainiste, avec une ligne sociale très, très de gauche. Et en fait, le clivage souverainiste mondialiste existe, certes, mais ce n'est pas le seul clivage. Il y a aussi le clivage sur l'économie, entre les libéraux d'un côté et les étatistes de l'autre. Il y a le clivage sur les valeurs sociétales. D'un côté, les conservateurs, et de l'autre, les libertaires. Et donc, Marine Le Pen a tort de réduire la politique à ce seul clivage. Et pour moi, la gauche et la droite, ça veut dire encore quelque chose. Sauf que certains, c'est vrai, ne sont pas toujours à leur place, mais ça commence à se clarifier avec... Pardon, moi je voudrais rebondir sur ce que... Juste une seconde, Antoine, juste une seconde, Xavier. Antoine, il me semble pourtant que le Front National, ayant abandonné la volonté de sortir de l'Europe, de sortir de l'euro, c'est plutôt recentré sur l'immigration et l'insécurité. Non, il n'est pas vraiment clair sur ce sujet. En fait, Marine Le Pen dit qu'elle veut sortir progressivement de l'Union européenne en regagnant d'abord les frontières et en finissant par la sortie de l'euro, en fait. Ouais. Même si, évidemment, elle joue dans les eaux troubles. Mais je ne pense pas qu'elle parle que d'identité. Non, elle a toujours été très virulente s'agissant de la loi Macron, s'agissant de la loi sur le marché du travail. Et ça vous satisfait que le débat, qu'elle aille un petit peu plus loin que les deux sujets binaires, identité et immigration? Ça ne me satisfait pas dans le sens où elle défend une ligne économique plutôt de gauche, alors que moi, en tout cas personnellement, je me sens vraiment de droite, et en effet, je suis favorable à un parti de droite, un parti qui défend à la fois la sécurité, l'identité, l'autorité de l'État, et en même temps qui donne plus de liberté économique. Ok, Xavier. Moi, je voudrais souligner le paradoxe, c'est la venue de Steve Bannon, que moi j'apprécie énormément, qui est un catholique, anti-avortement, qui est la bête noire des homosexualistes aux États-Unis. Et qui a été un des artisans de la victoire de Trump. Parce que justement, lui, il avait une ligne claire sur toutes ces questions-là. Oui. Et donc, faire venir Steve Bannon et lui faire prendre la parole le jour de la refondation, c'est complètement lunaire. Enfin, ça n'a absolument aucun sens, puisque, et là je suis tout à fait d'accord, enfin, en gros, après ce qui a été dit ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas de changement. On prend les mêmes, on continue, et surtout, le message est de plus en plus flou. Et à un moment, il faudrait peut-être quand même commencer à dire des choses clairement. Immigration zéro, on renvoie les immigrés, on les renvoie pas. Enfin, il faut juste se prononcer sur des choses. Et là, et sur la partie économique, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est du néo-socialisme. Je regardais vous savez, le programme du Parti communiste russe aux élections. Oui. Alors, sur les valeurs familiales, il est à droite des LR parce qu'ils sont contre le mariage homosexuel. Oui. Mais sinon, c'est exactement celui de Marine Le Pen. C'est-à-dire nationalisation des banques, on prend le contrôle de tout. Ça, c'est le parti communiste. C'est pas le parti de Poutine, si vous voulez, alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais le parti Russie Unie, le parti dont il est le plus proche en France, c'est le PCD, à la fois sur les valeurs familiales et économiquement. Le parti le plus proche du Front National en Russie, c'est le parti communiste. Vous prenez les 20 points du candidat Groudinine, en gros, c'est le programme du Front National. D'accord. Antoine. En fait, si vous voulez, Marine Le Pen, sa stratégie, c'est de rassembler le peuple du non lors du référendum de 2005, 55%. Sauf qu'il y a des sujets sur lesquels des électorats sont irréconciliables. Par exemple, la plupart des gens de gauche ne voteront jamais pour Marine Le Pen. Déjà, il y a le nom FN, même s'il va changer, elle va quand même pas changer son nom à elle, Le Pen. Et en plus, c'est des sujets comme l'immigration, par exemple. C'est répulsif pour certains électeurs de gauche. Or, ces réserves de voix, elles sont à droite, justement, elles sont pas à gauche. Non, et on l'a bien vu dans les reports de voix à la présidentielle au second tour. Il y a plus d'électeurs de François Fillon qui ont voté pour Marine Le Pen que des électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Donc, à mon sens, sa stratégie n'est pas la bonne. Ok. Pour autant, ce congrès de la refondation vise à faire que ce parti-là puisse un jour arriver au pouvoir. Ce que vous proposez, c'est l'éloigner d'une base large de 50% des votants, plus 1. Non, la France est à droite. Non. La France est à droite. Si on fait un programme de droite... Mais de quelle droite s'agit-il?
Patrick Buisson dit que, excusez-moi, je suis d'accord. il dit que en fait l'union des droites, elle a marché par exemple en 2007, où justement Nicolas Sarkozy avait réussi à rassembler le peuple de droite en parlant de valeurs, de travail, de mérite, d'efforts, etc. Et en fait, la victoire de la droite, elle consiste à rassembler le peuple bourgeois de droite et le peuple populaire de droite. Et à la limite, s'il y a des gens de gauche qui veulent voter, faut rejeter les idées, mais pas les gens. Il peut y avoir une union droite-gauche quand les gens de gauche viendront voter pour une liste de droite, sur des valeurs de droite. Voilà. Mais ils ont déjà fait ça en votant pour Macron, les gens de gauche. Et les gens de droite ont voté pour Macron, et les gens de gauche ont voté pour Macron. Donc on a le grand tout au milieu. La question, c'est est-ce que c'est le FN qui est le plus à même de saisir ceux qui restent à droite, ou est-ce que ça va être Wauquiez et LR ? Ça sera ni les uns ni les autres. Je crois qu'ils vont s'entretuer. Ils ne cherchent pas à repousser Macron à gauche. Ils vont simplement chercher dans les années qui viennent, et en particulier aux européennes, ils vont chercher, je dirais, à s'affaiblir réciproquement. Le problème, si vous voulez, c'est que... en tout cas, c'est ce qu'ils vont obtenir. C'est ce qu'ils vont obtenir. En fait, la stratégie de Marine Le Pen... Attendez, un instant. Je vais trop vite. Oui, exactement. La stratégie de Marine Le Pen, c'est d'opposer nationaux et mondialistes. Le problème, c'est que s'il y a bien sûr des mondialistes qui sont qui est le à clivage droite, de Macron aussi. Mais il est réel. Et s'il y a des mondialistes à droite, et non pas de droite, en revanche, il n'y a pas de nationaux de gauche ou à gauche, parce que la gauche est intrinsèquement internationaliste. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont attachés à leur pays en venant de la gauche, évidemment. C'est une généralisation abusive. Mais l'idéologie de gauche est intrinsèquement internationaliste. Et donc par conséquent, effectivement, le fait de refuser le clivage droite-gauche et de ne pas dire explicitement qu'elle veut des alliances avec ou des compromis, ou trouver une entente, ou établir une plateforme commune avec la droite, eh bien c'est suicidaire. Mais de l'autre côté, Laurent Wauquiez, c'est suicidaire aussi. Parce que la différence entre 2007 et aujourd'hui, c'est qu'en 2007, pourquoi des électeurs du Front National ont été siphonnés par Sarkozy ? Parce qu'ils se disaient, dans le fond, toutes mes idées ne sont pas représentées par Sarkozy, mais au moins un certain nombre d'entre elles vont arriver au pouvoir. Or aujourd'hui, Laurent Wauquiez tout seul ne peut pas arriver au pouvoir. Et donc par conséquent, il n'y aura pas de siphonnage de l'électorat du Front National. Ils vont simplement, en fonction des élections, monter ou descendre de temps en temps. Ils vont faire un jeu de yo-yo, mais ils ne vont pas constituer une force de droite alternative qui va repousser Macron sur la gauche, parce que alors c'est là où peut-être je suis un peu différent de vous, c'est que le libéralisme, il est intrinsèquement de gauche. Et ce n'est pas... Ça, je suis d'accord. Et il ne faut pas confondre les libertés économiques, la subsidiarité, avec le libéralisme qui est une philosophie politique subjective. Ce que vous nous annoncez, c'est que si les droites s'entretuent, elles s'annulent. Oui. Et qu'il ne restera personne, en tout cas des électeurs en errance, et qui iront à la pêche ce jour-là. Il restera un grand centre de la gauche d'avant et de la droite d'avant, des mondialistes, des libéraux à tout point de vue, et puis une forme de gauche incarnée par Mélenchon ou ses successeurs. Non mais c'est la droite retournera au pouvoir si le peuple de droite se débarrasse de l'offre politique défaillante qui est à droite. À l'évidence, le Front National et LR sont des offres politiques défaillantes, et le peuple de droite doit se réorganiser pour proposer une force alternative. C'est très réducteur. On n'est pas prêt d'arrêter les émissions. Et parce que très schématique. Je crois que les choses sont beaucoup plus complexes. D'abord, la gauche de base, elle est patriote. La gauche patriote. Ça vous a blessé. C'est quoi le patriotisme de gauche ? Quand Mélenchon dit la patrie républicaine. Je vais bien finir. Encore une fois, je ne considère pas que Mélenchon soit de gauche. Encore une fois, on fait un amalgame entre la gauche actuelle, autoproclamée de gauche, et la gauche historique, celle de Jaurès, celle de Victor Hugo ou de Zola, etc. C'est très loin, le monde a beaucoup bougé. Mais simplement, la gauche authentique, elle est patriote. Ce qui fait qu'il y a énormément de gens de gauche, mais oui, on est en désaccord, c'est qu'il y a énormément de gens de gauche qui ont voté pour Marine Le Pen, mais de la gauche patriote, le français de base, qui est attaché effectivement à un certain nombre de valeurs. C'est que peut-être qu'il n'est plus de gauche, tout simplement. C'est que effectivement, s'il a la révélation du fait que le corps social... Mais est-ce que je vais pouvoir finir ? Merci. Allez-y, finissez, voilà. Parlera après. Et je voudrais dire que si Marine Le Pen insiste pour sortir de la mondialisation
nationalisation pour revenir à des nationalisations, etc., c'est peut-être aussi à cause des excès de libéralisme, de ce que fait Macron, vendre les aéroports, la Française des Jeux, enfin, etc. Non, mais on a 57% du PIB en dépenses publiques et vous dites qu'on est dans un pays libéral. C'est supérieur à la moyenne européenne. Et on a 48% de prélèvements obligatoires. Enfin, on est le premier pays au monde en prélèvement, devant la Norvège. C'est tout récent devant la Norvège. Marine Le Pen veut rajouter des fonctionnaires. Non, mais c'est autre chose. Alors, nous allons nous arrêter là. Hein. Avant de nous entretuer. Il y a quand même un peu de courtoisie et les fleurets sont mouchetés. En tout cas, s'il y a des combats, ils ont lieu après et sans moi. Je vous remercie. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un autre sujet. À tout de suite. Rebonjour à tous. Sujet numéro 2. Alors, maintenant, nous allons parler du nouveau nom du Front National. Le Rassemblement National. Alors, c'est marrant parce que tout de suite, ça a été une polémique. Pas tant sur le nom, ça s'est arrivé après, que à cause de quelqu'un qui a surgi en disant « mais ce nom, je le possède ». Le Front National ne peut pas le posséder. Ça a été une grosse polémique parce que on a senti que ça vacillait. Hein. Et puis après, la polémique est passée sur le nouveau nom. Nous allons peut-être revenir sur le nouveau nom et ses fondamentaux, mais moi je voudrais savoir si pour vous, ça incarne bien le désir de Marine Le Pen et de ceux qui l'accompagnent de changer le Front National pour le mettre sur une nouvelle perspective qui serait d'élargir son électorat. Alors, qui veut se lancer là-dedans ? Xavier. Je pense que c'est pas un nom de parti. Donc, Rassemblement National. Oui, mais je pense que c'est pas un nom de parti, c'est un nom de liste, par exemple, aux européennes. Ce qui a été une manière de... Il a été utilisé comme ça par Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Le problème, c'est la vision du rassemblement pour Marine Le Pen, c'est-à-dire tout le monde derrière moi et c'est moi qui commande. Ouais. Or, c'est pas le principe de tous les chefs en politique. Non, justement, ce qu'il faut, c'est autre chose, c'est-à-dire faire une liste effectivement nationale de droite, on en revient à notre discussion d'avant, qui sera soutenue par différents partis. Ça, j'y crois. Et le problème, c'est qu'elle a voulu... Justement, rassemblement, ça a pour vocation d'attirer du contingent. Ce serait un bon nom pour une liste. Ça serait un bon nom pour une liste, pas pour un parti. Ça fait pas rêver, quoi. Mais Franck, c'est que là, vous voyez, chacun veut attirer les autres, chacun veut avoir des ralliés, chacun veut vassaliser les autres et non pas essayer de trouver une plateforme commune, non pas essayer de trouver l'unité, je dirais, d'un courant politique, mais essayer de vassaliser les autres. C'est ça qui me semble assez triste. Puisque j'ai la parole, je la garde. Honnêtement, c'est cosmétique. Enfin, je veux dire, changement du Front National en Rassemblement National, ça ne change pas grand-chose. Et honnêtement, tout le monde aura en tête le fait que le Rassemblement National, c'est l'ancien Front National. Ça ne changera rien quant à l'attitude des autres et des autres partis et des électeurs vis-à-vis de cette organisation politique. Sauf que ces changements politiques, c'était vécu à droite. Sauf s'il y a une modification, je dirais, UDR, UMP, les Républicains. C'est quoi cette idée d'abord ? C'est aussi d'effacer le passé du Front National, groupuscule mené par un leader charismatique, mais qui était plutôt un spécialiste des coups, voire des coups de main, et une fille qui maintenant veut aller plus loin pour se faire élire, en fait. Il y a peut-être ça, et puis il y a le passé, et puis il y a peut-être aussi l'avenir. C'est-à-dire que si jamais le Front National était emporté dans des tempêtes judiciaires liées à des questions de financement, le nouveau parti Rassemblement National, lui, pourrait d'une certaine manière échapper à la chose. Vous savez, on a eu l'UMP et LR, au milieu, il y a eu l'affaire Big Malion. Oui. Okay. C'est vrai que le Front National actuel se voit réclamer 7 millions d'euros par le Parlement européen. Bruno Gollnisch et Jean-Marie Le Pen, chacun 500 000 ou 600 000 euros, je crois. C'est largement de quoi couler un parti, quel qu'il soit, avec ou nouveau nom. Hein. En fait, Marine Le Pen a fait les choses à l'envers. Parce que le Front National, il a changé depuis 2011, et au lieu de commencer par changer le nom, elle a changé le fond, elle a changé le programme, et elle finit par le changement de nom. Donc en fait, c'est pas vraiment cohérent. Elle fait les choses à l'envers. Mais à la vérité, moi, je n'ai jamais cru qu'un changement de nom, on pouvait rebondir avec un changement de nom. Quand vous voyez par exemple l'UMP qui est devenu LR, ça les a pas empêchés de perdre la présidentielle et d'avoir moins de députés en 2017 qu'en 2012. D'accord. Donc, ok, j'entends bien. Donc finalement, la solution, c'est de ne rien faire. La solution, c'est de remplacer les appareils politiques actuels par autre chose. C'est-à-dire, c'est de se mettre autour d'une table et de dire, oui, effectivement, sur quoi nous sommes prêts à faire des concessions
pour favoriser la recomposition, sur quoi nous ne sommes pas prêts à faire des concessions, parce que ce sont des valeurs auxquelles nous tenons vraiment. En fait, vous rêvez que, Guillaume, la droite trouve son Macron. Oui, mais parce qu'avec l'élection l'élection de Macron, qui est pourtant une élection par défaut, avec une très forte abstention, les circonstances politiques ont changé. Le congrès de la refondation du FN s'était fait pour prendre conscience des raisons de l'échec et pour prendre acte des nouvelles circonstances politiques. Or, ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Pouvez-vous me nommer un président de la République qui n'a pas été élu par défaut? Sarkozy. Sarkozy. Prenez les résultats. Mitterrand en 81. Mitterrand a été réélu en 88 avec un Pompidou sans doute, supérieur. et encore c'est même pas sûr. Et prenez les résultats de l'élection présidentielle où Hollande est passé, donc en 2012. Il fait 28, Sarkozy fait 27, Macron fait 24, alors qu'il dispose de la totalité des médias avec lui et du système judiciaire, et qu'il y a un parquet, le parquet socialiste financier, qui a été créé spécialement en 2013 pour faire perdre le candidat de la droite. Donc je veux dire, c'est que et malgré tout, il ne fait que un 4%. On peut revenir sur le nom, le Rassemblement National. J'entends. Oui, moi je voulais dire quand même. Allez-y, Christine. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de changer de nom. À condition d'accompagner avec effectivement quelque chose de novateur, mais ce nom, il manque de peps. C'est-à-dire qu'il ne rassemble personne quelque part. C'est-à-dire qu'on est dans une situation catastrophique, et donc on aura attendu pour un parti qui est quand même arrivé au deuxième tour des présidentielles avec un maximum de voix. C'est le pays. Alors là, pour le coup, on partage évidemment. Je parle de la France qui est dans un état catastrophique, etc. C'est pas ce que disent les indicateurs économiques, pardonnez-moi. Oui, non, mais alors, tout est bidouillé de toute façon. Donc et puis je suis désolée. On peut pas te dire, il n'y a jamais eu moins de chômage. Non, mais attendez. Et la meilleure croissance. Mais avec une précarité très grande. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des gens qui sont surprotégés à la SNCF et de l'autre côté des gens qui sont dans une précarité. Les tendances de fond comme la destruction de la classe moyenne française, elles continuent. Avec une ça n'est pas augmentation particulier à la France. de l'insécurité, de l'immigration, le grand remplacement et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolée, on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation idéale. J'entends. Et donc, il me semble qu'il aurait fallu un nom qui soit dynamique, quelle espèce de... On va bouleverser les choses. Alors, je ne sais pas quel nom, parce qu'on ne m'a pas consulté, donc je n'ai pas réfléchi. Mais les électeurs du Front National ont la possibilité de voter. Il y a à peu près 6 semaines. Quand on vote sur quelque chose qui est donné... il ne faut pas croire que quelque chose va émerger d'un seul coup qui ne sera pas donné aux voix. Donc, de toute façon, c'est déjà ficelé. Non, le travail, il a été fait en amont, d'écrémage de noms. Après, ça s'est fait dans les bureaux. Il faudra voir d'ailleurs quelle participation, parce que vous savez qu'il y a environ 35 000 adhérents au Front National. Il n'y a eu que 13 000 personnes, semble-t-il, qui ont participé à la consultation interne pour le Congrès. Donc, c'est quand même pas très élevé. Et donc, par conséquent, l'importance de la participation sera un signe véritablement de l'état des troupes. On peut le dire, il y a comment dire, un état d'épuisement, de déception, de démoralisation dans les troupes du Front National aujourd'hui. À cause du débat, ou est-ce que c'est plus profond que ça ? À cause de l'incapacité de la direction du Front National à donner des sièges à la direction du FN qui représente les différentes sensibilités qu'il y a au Front National, et à cause de l'incapacité de Marine Le Pen à envisager une stratégie qui permette au Front National de trouver des alliances pour former une droite alternative qui reconquérera le pouvoir, qui repoussera Macron à gauche et qui permettra à la droite de retrouver de retourner au pouvoir. Je viens d'entendre alliance. Oui. Il me semble totalement contradictoire que vous disiez ça maintenant, alors qu'il y a 5 minutes, vous disiez qu'il fallait éliminer LR et éliminer le Front non, c'est pas moi, c'est eux qui vont s'éliminer réciproquement. Mais vous appeliez à les remplacer. Mais là, vous me posiez la question du point de vue du Front National. Qu'est-ce qui aurait fait qu'au Front National, il y aurait eu de l'engouement pour ce congrès et le fait de retrouver, je dirais, l'esprit militant. Non. Vu la participation. À mon sens, le Front National est un nom tout à fait honorable, qui a d'ailleurs suscité un grand nombre de sacrifices de la part de nombreux militants. Je pense que Marine Le Pen joue en quelque sorte l'une de ses dernières cartes, en fait, parce qu'elle essaie de se relancer. On la voit bien qu'elle est affaiblie à cause notamment de ce fameux débat, mais on parle pas souvent des débats qui ont eu lieu avant le premier tour, justement, où elle n'a pas été bonne non plus. Quand les candidats l'interpellaient, elle répondait très rarement sur le fond. Donc à mon sens, et d'ailleurs Rassemblement National, on sait toujours pas Rassemblement avec qui, parce que même Nicolas Dupont-Aignan, avec qui elle a fait alliance lors de la présidentielle, n'est plus vraiment très très chaud pour faire une alliance aux européennes. Il semble qu'il ait évolué.
il est hésitant. Bon. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'alliance. Et d'ailleurs, le Front National a fait le contraire de cela, puisqu'il n'y a pas longtemps, il s'est détaché du ciel, le parti de droite. D'accord. Donc, je vais faire un peu de pub, moi, je vais vous dire. Si vous voulez discuter d'une plateforme commune de la droite, comment faire, je dirais, pour réorganiser la droite, venez en débattre le 27 mars prochain à Angers. Nous organisons un débat avec le Cercle Anjou Conférence. D'accord. À quel endroit à Angers ? C'est à la salle d'Avier. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est une des étapes locales, parce que je crois qu'il faut arrêter de raisonner d'un point de vue jacobin. Il faut raisonner en termes de territoire, en termes, je dirais, d'élite locale, en termes de subsidiarité. C'est une des étapes, un des débats, et je pense qu'il y en aura plein d'autres qui seront organisés en France dans les semaines et dans les mois à venir, pour justement refonder la droite à partir de la base, qui en a, je crois, vraiment assez, je dirais, des stratégies de boutiquier. Vous faites un constat qui me semble très pessimiste. Nous avons eu un débat sur le Congrès qui, pour vous, était quasi unanimement un échec, en tout cas quelque chose d'assez mou. À part Steve Bannon. À part Steve Bannon. Un non-événement. Okay. Un non-événement, très bien. Changement de nom pour marquer une évolution, pour aller vers le futur, c'est-à-dire un élargissement de la base du Front National devenu Rassemblement National. Et vous me dites, c'est pas bon. Non. Finalement, ce que j'entends, c'est que le leader pour vous n'est pas bon. Et que le leader n'est pas le leader, il va émerger naturellement. Il n'a pas besoin. Je veux dire, si vous attendez le chef charismatique pour agir, c'est un bon prétexte pour ne rien faire. Il émergera naturellement, le chef. Prenons une échéance concrète. Il y a les élections européennes dans un an. Si en par 2019, hasard, Marine Le Pen, qui quand même aujourd'hui, on va dire, parce que je pense que d'ici là, il n'y aura pas d'alliance avec LR. Mais si Marine Le Pen, qui dispose, quoi qu'il arrive, du plus gros potentiel électoral, est d'accord pour faire une liste qui s'appelle pas Rassemblement National, qui s'appelle, je sais pas moi, l'Union fait la France, ou ce que vous voulez, qui accepte de donner des places éligibles à des gens de Nicolas Dupont-Aignan, à des gens de Jean-Frédéric Poisson, là, c'est une première étape. Ouais. Voilà. Et ça pas seulement, il y a le ciel aussi. Il y a le ciel, voilà. Et c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est-à-dire que si elle est capable de sortir. Agrégé quelques centaines ou quelques milliers de voix à chaque fois. C'est pas comme ça qu'on arrive au pouvoir. C'est une première étape et surtout, ça crée des courants dans la droite. Ça accepte qu'il y a une droite catholique conservatrice, dont je fais partie, qu'il y ait une droite plus étatiste, qu'il y ait une droite plus, on n'est pas d'accord sur le terme pour les économie de marché, etc., etc. Et à la limite, s'il y a des gens de gauche qui veulent venir voter pour des idées de droite, si ces gens honnêtes, c'est ce qu'ils feront, eh bien voilà, c'est ouvert à eux. Mais il faut Marine Le Pen aujourd'hui, elle a ça entre les mains. Si elle est capable, en mai 2019, d'accepter de faire une liste qui s'appelle pas Rassemblement National et qui fait venir les différents représentants des courants de la droite, y compris les leaders, je dirais des gens comme, pourquoi pas Thierry Mariani, Jean-Frédéric Poisson, je sais pas comment s'appelle, le patron du ciel, excusez-moi, ou Guillaume Bernard, et bien voilà, vous me citez des leaders dont l'un vous ne vous souvenez pas du nom, l'autre c'est Jean-Frédéric Poisson, et le troisième c'est Mariani qui représente que lui et un peu... Mais la question, encore une fois, il faut sortir des partis. Mais est-ce que vous n'avez pas ouvrir aux idées? Il faut ouvrir aux idées. Excusez-moi Xavier, mais moi quand vous m'avez dit la droite catholique, des libéraux, et puis je sais plus quel était le troisième critère, j'ai eu le sentiment que vous parliez des républicains. Parce que la droite traditionnelle, si une partie s'est déplacée vers la gauche de Macron, et il reste plus que les plus radicaux, on va dire. J'ai milité, c'est les Républicains. Comme j'ai milité pour Jean-Frédéric Poisson en primaire, ensuite, j'ai fait la campagne pour François Fillon. Je peux vous dire que les gens avec qui j'ai milité, ce sont des gens de droite. Voilà. Et ces gens-là. Si par exemple Marine Le Pen réussit non pas à rallier, mais accepte de faire quelque chose en commun, par exemple avec Thierry Mariani, ils vont récupérer une partie de l'électorat des LR. Ça, c'est clair. Même Jean-Frédéric Poisson, si vous voulez, c'est un peu le centrum d'avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne représente pas grand-chose. Jolie référence, ça fait envie. Écoutez, pour moi, Macron est un système totalitaire. Alors, il ne va pas envoyer les gens de concentration, mais c'est un système totalitaire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut être, avec une faible représentation du point de vue électoral, être une force intellectuelle. Encore une fois, le conservatisme, et notamment le conservatisme catholique, à mon avis, de source catholique, et la doctrine dominante aujourd'hui en France. Qui publie des bouquins, qui sort de nouveaux concepts, qui essaie de... Voilà, c'est nous.
Donc, je pense qu'une construction de droite, et notamment dans la jeunesse dont vous êtes le représentant, je pense qu'une construction... Antoine Cohen, c'est Antoine Cohen, voilà, pardon, oui, on est à la radio. Ce que je veux dire, c'est que on a une force intellectuelle dont un mouvement de droite ne peut pas se passer. Parce que c'est nous qui savons écrire, c'est nous qui savons parler, et c'est encore une fois, c'est nous qui sortons les concepts. Je veux dire, les concepts, je vais jeter quelques fleurs, on va faire encore un peu de pub pour le livre de Guillaume Bernard, mais honnêtement, voilà, et le reste, en face, il n'y a rien. Et la gauche ne fait rien parce que ça fait 40 ans qu'elle est au pouvoir, donc elle est devenue paresseuse, et en plus, elle arrive absolument pas à se renouveler, à part nous réchauffer Marx une ultime fois, en disant cette fois ça va marcher. Et c'est ce que fait Marine Le Pen. Pour que vive la France, c'est un manifeste néo-marxiste. Enfin, faut quand même appeler un chat. Allez, c'est Antoine Cohen qui va je conclure. partage tout à fait ce que vous avez dit. Je pense qu'il peut y avoir une droite qui émerge au-delà des partis politiques et qui rassemble en quelque sorte les meilleurs du FN. Je pense à des gens comme Collard, Nicolas B, Louis Alliot. Les meilleurs de LR, je pense à des gens comme Éric Ciotti, pourquoi pas Hervé Mariton ou des gens comme ça. Et puis d'autres venus d'ailleurs. Et je pense que c'est la volonté de chacun qui pourra faire qu'il y ait une vraie droite en France. Et ce sera la seule opposition crédible face à Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que vous n'annoncez pas, ce sera l'objet d'un prochain débat, mais est-ce que vous n'annoncez pas le fait que Macron est déjà réélu? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que le temps que la droite se recompose, c'est pas près d'arriver. On a cité des noms. S'il y a rien qui se passe, oui. Mais oui, mais on a cité des noms parce qu'en fait, on est encore pris, je dirais, par l'idée de vouloir incarner par des personnes des idées. Mais c'est sur la base d'une plateforme commune que la droite se réorganisera. Et surtout, les chefs de cette droite, ils ne sont peut-être pas encore connus. Ouais. Ils émergeront par les actions concrètes, par la réalisation concrète, par des actions au niveau local, par le bien commun qui est effectivement rendu palpable à nos compatriotes. Donc, il ne faut pas raisonner en termes, je dirais, d'élite politique, parce qu'aujourd'hui, les élites politiques, elles vont connaître le grand remplacement. Okay. Elles aussi. Très bien. Allez, je vous remercie pour ce débat. Madame, messieurs, et nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un autre sujet. À tout de suite. Alors, le sujet numéro 3, c'est l'aménagement des peines et la disparition partielle de la cour d'assises, remplacée par ce qui s'appellerait un tribunal criminel. Tribunal criminel qui serait en fait le remplacement de la cour d'assises. Alors, je vous rappelle ce que c'est que la cour d'assises. C'est pour juger les crimes. Et c'est composé de 6 jurés populaires. Je ne sais pas si autour de cette table, quelqu'un a déjà été convoqué dans une cour d'assises, mais les jurés sont choisis à partir des listes électorales. Absolument. Tirés au sort. Et tirés au sort. Et après, choisis, triés. Et puis, 3 magistrats professionnels. Ça, c'est la cour d'assises actuelle qui juge les crimes. Et ce que propose Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, c'est de dire... ça va pas assez vite. Les cours d'assises sont encombrées, 3300 affaires jugées en 2016. Donc ça va trop lentement, ça coûte trop cher. Et donc nous allons faire une sorte de procédure accélérée pour des crimes qui sont un peu moins graves. Alors ça reste très grave malgré tout. C'est les viols, les coups mortels et les vols à main armée. Un viol, c'est pas grave. Non, mais c'est hallucinant. C'est vrai que dans le contexte, dit comme ça, dans le contexte actuel des hashtags, ça apparaît choquant. Mais globalement, ce sont les peines qui sont aux alentours de 15 à 20 ans d'après le code. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette procédure? Christine, je vous sens bouillante. Oui, je trouve ça scandaleux, c'est-à-dire qu'on est en train Qu'est-ce qui est scandaleux de supprimer les jurys populaires pour ce genre de crime, tout simplement parce qu'on est en train de donner un pouvoir de plus au syndicat de la magistrature, qui va faire la loi et qui va imposer son mode de fonctionnement. Au juge, pourquoi les syndicats de la magistrature? Parce que le syndicat de la magistrature, c'est le mur des cons. C'est quand même le syndicat majoritaire, avec des gens qui font passer l'idéologie avant la loi et qui font passer l'étude de l'individu, enfin la protection de l'individu à le délinquant, le criminel, aux dépens du bien commun.
Et ça, c'est une catastrophe. On en voit déjà des effets sans arrêt dans les verdicts actuels qui sont donnés justement dans la justice pour les délits, rien que pour les délits. Et là, on va supprimer complètement finalement le côté populaire du bon sens de monsieur tout le monde pour que le syndicat de magistrature donc puisse gérer exactement comme il le veut, comme il le fait. Et ça, c'est dramatique. Dont le laxisme est la cause de l'engorgement des tribunaux. Voilà, parce que c'est une mesure cosmétique sur un problème de fond. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la criminalité augmente de manière asymptotique en France ? C'est pas à cause de la police, c'est à cause des juges. Donc on va donner encore plus de pouvoir aux juges qui sont responsables de l'engorgement des tribunaux. Xavier, il me semble avoir lu des études qui disaient que les tribunaux professionnels étaient en moyenne plus sévères que les tribunaux populaires. Donc il n'est pas forcé que cette réforme aille dans le sens que vous indiquez. Voilà. Moi, parce que les tribunaux populaires jugent pas les mêmes infractions que les tribunaux professionnels. Il y a le tribunal correctionnel qui est sur le délit et la cour d'assises qui est sur les crimes. Dans les faits, depuis longtemps, les 2/3 des crimes évoqués, là, le viol, etc., sont jugés justement sur la base de délits, donc moins sévèrement, en qualifiant justement un viol non pas de crime, mais de délit. C'est-à-dire que déjà, depuis un moment, donc on a complètement... Vous craignez, Christine, juste pour résumer, que le peuple perde son poids dans la justice et que ce poids soit transféré à un syndicat. Oui, d'autant plus que le pouvoir politique va abandonner encore plus le peu de pression qu'il a. C'est-à-dire que normalement, le pouvoir politique devrait imposer quand même une certaine éthique, une certaine idée de la loi, de la justice, etc. Il y a le problème c'est un grand débat, il y a l'indépendance de la justice. Ce qui se passe actuellement avec l'idéologie actuelle, c'est que ce sont effectivement des gens engagés politiquement qui utilisent... Tous ne sont pas syndiqués. Non, bon, je vais céder la parole à M. Cohen. Oui, il y a aussi dans la réforme d'Emmanuel Macron cette volonté d'aménager les peines, c'est-à-dire de désengorger les prisons, alors qu'en fait, il prend le problème à l'envers. Parce que en fait, vu que les prisons sont surchargées, ce qui est vrai, en fait, il faudrait créer plus de places de prison. Il faut savoir qu'en France, il manque 23 000 places de prison, en fait. 23 000 places de prison. Mais en fait, on ne répond pas sur le fond. Moi, dans le livre, j'en parle justement. Il faut savoir que la question des multirécidivistes est centrale. 50% de l'insécurité est due à une petite minorité. En fait, ce sont toujours les mêmes qui rendent impossible la vie d'un quartier. Et moi, je propose notamment de mettre en place une majoration des peines. C'est-à-dire que plus on est condamné, plus la peine doit être forte pour justement remettre dans le droit chemin. Un malus, une sorte de malus. Plus vous avez d'accidents, plus vous payez cher votre assurance, plus vous commettez des crimes ou des délits, plus la peine est... Oui. Ok, je n'avais jamais entendu ce point de vue. Macron ment délibérément, il avait promis 15 000 places de prison, et maintenant ça devient 7 000. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a... C'est un homme de gauche. Macron est de gauche, et la gauche a toujours refusé de construire des prisons parce qu'elle considère que c'est la faute de la société si jamais il y a des crimes. C'est ça. C'est l'excuse permanente. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut essayer de réhabiliter les gens, etc. Mais d'abord, il faut les punir. Une société qui fonctionne bien punit les criminels. Et la gauche, comme la gauche considère fondamentalement que c'est la faute de la société, s'ils commettent des crimes, elle ne veut pas les mettre en prison. Guillaume, ça vous pose un problème, le fait qu'on dessaisisse les jurés populaires pour transférer la décision à des juges professionnels? Ça vous pose un problème? En fait, je crois que Christine a mis le doigt sur un vrai sujet, un vrai problème. C'est que les magistrats professionnels raisonnent selon l'idée de Montesquieu, le juge est une bouche qui prononce les paroles de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont une vision, je dirais, légaliste de la justice. Le jury populaire, il a au moins cet avantage d'essayer de se dire... Avant tout, je vais essayer de comprendre l'affaire, le cas, l'acte qui a été commis, pour essayer de trouver la personne, le contexte. Dans les bornes de la loi, l'acte plus que la personne. Mais bien sûr, pour comprendre l'acte, il faut connaître la personne. Mais je vais essayer de trouver, on peut quand même imaginer, malgré l'influence que les magistrats professionnels peuvent avoir dans le cadre d'un jury d'assises, qu'ils vont chercher à essayer de comprendre l'acte pour trouver, je dirais, la juste rétribution de l'acte. Et donc, si vous voulez, je pense que dans le fond, c'est une manière quand même peut-être plus saine de concevoir la justice, la rétribution de l'acte. Alors, il y a le deuxième. Et pourtant, pourtant, les tribunaux sont engorgés. Il y a un problème de formation des juges, et ça ne se fait pas. Ça a à voir avec les médecins quand il y en a pas assez. Le fait de former de nouveaux juges ou de nouveaux médecins, ça prend beaucoup d'années.
Hein. Donc, la nécessité, c'est d'aller assez vite. L'idée, c'est d'augmenter le travail des juridictions judiciaires. C'est vrai. Donc, c'est vrai. s'il manque des magistrats, ça ne résoudra pas forcément ce problème-là. Oui, je vous en prie. Il y a l'autre point qui, moi, me paraît très important. Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûr de converger totalement avec vous, parce que du coup, j'appliquerai la même logique. Si il nous paraît juste que, dans le fond, la justice consiste vraiment dans la rétribution de l'acte qui a été commis, et qu'un jury populaire est a priori plus capable de le faire, ou disons, plus susceptible de vouloir le faire qu'un magistrat professionnel, je crois que la question de la prison, il faut la traiter de la même manière. Je crois que la prison est devenue, depuis la Révolution française, une sanction à part entière. C'est-à-dire, on va écarter du contrat social celui qui a violé le contrat social. Et parfois, évidemment, c'est nécessaire pour protéger la société. Mais le problème, c'est que si vous disiez à Aristote que, on va punir quelqu'un qui a détruit un abribus en le mettant en prison, il rigole. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'on rende à la communauté, à la collectivité, l'abribus qui a été détruit. Mais et donc, du coup, dans ce cas-là, la prison n'est qu'un moyen d'exécution de la peine. Je crois que tout l'enjeu de la prison, c'est de se demander, est-ce qu'elle est une sanction en elle-même, et on sait qu'aujourd'hui la prison est criminogène, ou est-ce que la prison est un moyen d'exécution de la peine, qui est tout simplement de rétribuer l'acte, et de faire qu'un délinquant qui s'est approprié l'abribus rendre l'abribus à la collectivité. Alors, et donc la prison n'est pas la bonne solution. Ça s'appelle travaux d'intérêt général. C'est un rêve, c'est un rêve. Mais on n'est pas obligé évidemment de mettre des boulets et des chaînes. Non, mais il faut. Bien sûr. Faut mais pas je vous découvre quand même, Guillaume. Oui. Un peu macroniste dans la mesure où une des classique, c'est-à-dire partisan d'une philosophie pénale plutôt aristotélicienne que kantienne. Oui. Ok, ce qui voudrait dire que pour les peines 1 ou 2 ans, c'est plutôt le bracelet et c'est plutôt les travaux d'intérêt généraux, voire d'autres modes de sanctions, plutôt que de mettre des gens en prison où finalement ils vont se retrouver dans un environnement qui va aggraver leur situation plutôt que... En 1987, il y a une interdiction d'obliger les prisonniers à travailler, ne serait-ce que même lorsqu'ils ne payent pas les dommages et intérêts dus aux victimes. Ouais. Donc, oui, mais c'est déjà le cas. C'est-à-dire que je crois qu'il y a actuellement 100 000 peines de prison ferme qui ne sont pas appliquées, tout simplement parce que le juge d'application des peines reporte à 6 mois, 8 mois l'examen. Les gens sont dans la... C'est en fait le principe des dossiers. Et du coup, la condamnation devient comme une récompense dans les caïds. En gros, la condamnation n'existe jamais finalement. Le problème, c'est que la condamnation n'est pas exécutée et que les gens sont dans une situation très instable en se disant, si demain... Je suis condamné, ils ne peuvent pas se projeter, fonder une famille, avoir des enfants. Ils ne se posent pas ce genre de questions, à mon avis. Non, faut quand même pas faire de l'angélisme. Il n'y a pas que des multirécidivistes qui sont condamnés. Mais il n'empêche que c'est une incitation à la récidive, justement, à partir du moment où il y a un fait, vous êtes pris sur le fait, il y a un procès, etc. La logique, c'est tout de suite, il y a un coup près qui tombe. Bien sûr, l'impunité pousse à la multiréitération. Symboliquement, c'est effectivement encourager la récidive. Ça c'est indéniable. Quant aux peines d'intérêt général, au bracelet, eu égard à tout ce qu'il faudrait faire sauter au niveau préservation du droit, un détenu qui se plaint parce que le menu lui plaît pas, tout de suite c'est un recours possible même à la Cour européenne des droits de l'homme, etc. On pourra pas. Mais moi aussi chez moi je me plains quand le menu me plaît pas, mais je suis pas en prison. On ne pourra jamais faire reconstruire un abribus à celui qui l'a détruit parce que ça sera le gars sera protégé, ça sera dégradant, il n'est pas pour ça. Il faut quand même être logique. Quant au bracelet, excusez-moi de rigoler, quoi. On n'a pas assez de policiers, pas assez de juges pour gérer tout ça actuellement et Macron va en faire davantage. Alors, ça n'a pas de sens. Une information quand même, cette mesure donc de remplacement d'une partie du travail des cours d'assises par les tribunaux criminels va être expérimentée. Il y a une expérimentation pendant 3 ans qui est prévue dans un certain nombre de départements qui sont pour l'instant pas révélés. Est-ce que ça vous paraît pas juste finalement, ou en tout cas habile de tester un changement? On peut toujours tester. Ça fonctionne. Je vous signale qu'il y avait eu un test qui avait été fait avant, qui avait été d'introduire les jurés dans les tribunaux correctionnels. Et ça me paraîtrait plus intéressant. D'accord. Oui, juste pour répondre à ce que vous avez dit, certes, il manque des magistrats en France, mais en revanche, il manque absolument pas de postes de policiers et de gendarmes. Il y a plus de policiers et de gendarmes par habitant en France qu'en Allemagne et en Angleterre. Et en effet, on pourrait tenter de nouvelles expérimentations à travers des travaux d'intérêt général ou bracelets électroniques, mais je n'y crois pas trop, la vérité.
Ok, autrement dit, quoi? Plus de places de prison? Plus de places de prison, il manque 23 000 places de prison. S'agissant des questions de sécurité, par exemple, donner la présomption de légitime défense aux policiers, parce que la peur, elle doit changer de camp. C'est pas normal. Il y a des policiers qui préfèrent se faire tirer plutôt que de riposter. Parce que. Vous connaissez beaucoup de gens qui préfèrent se faire tirer dessus que. Ah oui, il y a eu un cas comme ça il y a quelques années. Une policière qui s'est fait tuer avec un sabre. C'est pas moi. Parce que le meurtrier avait un sabre. Et comme il ne la menaçait pas avec, eh bien, elle n'a pas tiré. Et il a pris par surprise et il l'a tué, lui. Elle avait glissé, elle était et puis il y a une autre mesure. Alors je sais qu'évidemment ça déplairait beaucoup à nos juristes français, mais il y a la question du cumul des peines, parce que ça a été évoqué par notre ami. Mais effectivement, il y a la récidive stricto sensu au sens juridique, et puis il y a la multi-réitération des infractions. Et il est bien évident que quelqu'un aujourd'hui qui passe en cour d'assises, eh bien il risque la peine, pour l'infraction la plus forte qu'il a commise. Mais il ne risque pas le cumul des ça, c'est à l'américaine. Où les gens sont condamnés pour 250 ans de prison. Un peu ridicule. Ou 1000 ans de prison, je crois que c'est ça le record. C'est ridicule. Non, c'est pas ridicule. Ça signifie tout simplement qu'il y a une condamnation pour une addition d'infractions qui a été commise. Je vous rappellerai ce que disait Woody Allen dans Take the Money and Run. Il risque, je dirais, 600 ans de prison, mais la voix off nous dit, mais avec un bon avocat, il espère que sa peine sera réduite de moitié. C'est ça, exactement. Et pour continuer à citer Woody Allen, l'éternité, c'est très long, surtout vers la fin. Donc les 300 ans, on peut imaginer la chose. Il faut remettre en place, bien sûr, la double peine. C'est-à-dire qu'un étranger qui commet un délit ou un crime va en prison, et à la fin de son séjour en prison, en quelque sorte, il est renvoyé dans son pays. Et ça pourrait permettre de désengorger justement les prisons. Sauf que Macron s'en garde bien. Pas forcément de désengorger les prisons, puisque vous dites qu'il faut le renvoyer à la fin de sa peine. Oui, mais au moins, il revient pas. Éviter le récidiviste. Voilà. Ok, très bien. Écoutez, merci pour ce débat. Merci à vous quatre. Nous nous retrouvons dans quelques secondes pour un sujet suivant. À tout de suite. Rebonjour. Sujet numéro 4. Le sujet numéro 4, c'est la réforme constitutionnelle. Alors, il y a énormément d'éléments dans cette réforme constitutionnelle. Je vous rappelle, alors je peux les nommer très très vite, il y a la réduction du nombre de parlementaires, 30%. Vous allez voir les conséquences que ça va avoir. Les mandats consécutifs limités à 3. Autrement dit, on ne peut pas être plus de 3 fois élu député ou maire de son village. L'introduction de la proportionnelle. Alors, c'est entre 1/4 et 1/8 des députés et autres qui pourraient être élus de cette manière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'indépendance de la justice. C'est un sujet sur lequel on pourra revenir. Et la suppression de la Cour CJR, Cour de justice de la République, pour juger les ministres pour les actes qu'ils commettent en tant que ministres. Et remplacement par un jury populaire. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'elle est assez lourde, en fait. Elle trace pas mal de perspectives qui bouleverseraient la vie politique en France. Xavier Moreau. Ce qui est intéressant, c'est la limitation du nombre de mandats. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir ces espèces de monstres de la politique qui font une carrière de potentats qui font une carrière pendant 35 ans, 40 ans, qui font que ça. Alors ça peut y avoir de bon côté. Le mauvais côté, c'est que finalement, on a vu ce que ça a donné avec des gens systématiquement nouveaux, avec le nouveau Parlement français. Oui. C'est ce qu'on en parlait avant l'émission, c'est-à-dire que jamais un gouvernement de gauche aura fait autant pour l'antiparlementarisme que Emmanuel Macron. En faisant élire, oui, c'est un paradoxe. Des gens qui, à l'évidence, sont incapables. Ben voilà, ils sont incapables, ils sont bruts. Enfin, il y en a une qui a mordu un taxi, il y en a un qui a mis un coup de casque. Il y en a un autre qui faisait payer des visites de l'Assemblée nationale. C'était énorme. C'était formidable. Écoute, moi, je vois par exemple, puisque je suis français de l'étranger, celle qui a remplacé Mme Genestet, je crois, qui a remplacé Thierry Mariani. Je l'ai écoutée à la commission aux affaires étrangères. C'est affligeant, enfin vraiment, c'est Aurore Berger. En même temps, il y a un petit peu de fraîcheur au Parlement, moi, et des gens qui veulent changer la manière de fonctionner. Je veux qu'il y ait de la compétence. Donc il y a du bon et du mauvais. Maintenant, c'est vrai qu'on a peut-être des gens comme la famille Balkany, voir espèce de potentats locaux, etc. Donc il y a des bons côtés. Et alors, c'est un peu une réponse de Normand, mais non, mais c'est intéressant parce que il y a quand même un inconvénient limité à 3 mandats. Quand c'est 3 mandats de gens qui sont des escrocs, des gens qui causent pour ne rien faire,
on applaudit évidemment. Il n'empêche que vous allez me dire les bons, vous avez longtemps. des maires de villages, de petites villes qui sont maires pendant 20 ans, 30 ans, qui sont excellents, qui sont irremplaçables. Au nom de quoi on va se passer de ces compétences-là? Au nom du renouvellement. Non, mais ça n'a pas de sens. Mais alors, ça voudrait dire que le renouvellement ça n'a pas de sens. serait plus fort que la souveraineté et la compétence. voilà. La souveraineté des citoyens de désigner qui ils veulent. Ça pose problème. C'est intéressant parce que c'est aussi une proposition, je vais me faire l'avocat du diable, mais c'est aussi une proposition qui va dans le sens de faire circuler le pouvoir à l'intérieur du peuple. Mais la logique, c'est que le pouvoir, normalement, il est dans les mains du peuple qui a toute possibilité de prendre des gens nouveaux et autres, etc. Normalement, c'est la démocratie. Quand les gens sont installés, ils ont mis en place un système clientéliste et on vote pour eux d'une fois à l'autre. Oui, mais parce qu'on est dans un système qui prône les manipulations, le pouvoir des médias, etc., qui joue sur la politique. C'est compliqué comme critère. Le clientélisme. J'élimine les mauvais et je garde les bons. Je ne sais pas comment vous faites. Si déjà vous supprimez toutes les subventions aux associations qui créent un clientélisme partout, déjà, vous libérez une certaine, effectivement, démocratie. Moi, je crois qu'on est dans un système dangereux. En plus, il y a deux risques. Il y a deux risques en plus. Il y a un risque de corruption, c'est-à-dire que vous savez, vous êtes élu seulement pour 3 mandats. Vous allez vous en mettre plein les poches puisque après vous n'avez plus d'intérêt. Sauf que vous pouvez passer sur un autre mandat. C'est-à-dire que 3 mandats de député, puis 3 mandats de sénateur, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas les mêmes. Mais c'est moins facile. Il n'y a pas plus de corruption en 3 mandats. Qui va se présenter? Par exemple, quelqu'un qui a une carrière professionnelle, quelqu'un qui est intelligent, etc. Il va dire, est-ce que je vais remettre en jeu ma vie? Mais c'est le problème actuel. Mais non, parce qu'actuellement, si vous voulez, vous pouvez dire, je rentre député, puis je vais faire carrière dans la politique, enchaîner les mandats, etc. Aujourd'hui, dans la mesure où vous savez que vous êtes limité, si vous êtes quelqu'un de brillant, entrepreneur, fonctionnaire, etc., vous allez vous dire, en fait, je vais perdre 12 ans. Pendant 12 ans. Quand on gagne bien sa vie, la politique n'est pas une manière d'hausser son niveau de vie. C'est maintenant ou plus tard une manière de baisser son niveau de vie. Tous les ministres actuels, beaucoup de ministres actuels disent j'ai perdu du pouvoir d'achat. Beaucoup de députés, et particulièrement de la nouvelle génération de En Marche, disent je gagnais beaucoup mieux ma vie avant. Donc c'est aussi une manière de dire. C'est quand même des gens qui gagnaient beaucoup plus que la moyenne des Français. Parce qu'avec le salaire médian à 1 900 €, quand un député est en fait dans la réalité à 6 000 €, parce qu'il y a ce qu'il y a directement. Plus le reste. Plus les frais de représentation. Et puis c'est une vocation d'être député. On fait ça pour le bien public, donc c'est normal de faire un sacrifice. Il y a quand même des bonnes choses. Il y a des bonnes choses dans cette réforme. Ça va en effet accélérer le renouvellement du personnel politique. Parce que c'est un tort c'est un tort de considérer la politique comme un métier. La politique, c'est une fonction. Et justement, il faut que je passe la main parfois, évidemment. Et un député, donc je pense qu'un député, ça gagne bien quand même. Vous prenez ça. C'est 5 000 € de salaire et encore 5 000 € de frais de mandat. Donc là, vous prenez ça. Oui, bien sûr. Mais il y a d'autres avancées. Alors, il y en a une sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne. Il y en a une qui me semble assez révolutionnaire, c'est celle concernant la proportionnelle. Et la proportionnelle, les propositions, c'est 1/8 des députés, donc ça en fait 50 sur les 400, puisque on passerait d'abord par la réduction du nombre de députés qui passerait. On va juste parler des députés, sans parler du Sénat. 577 députés actuels, un tiers en moins, ça en fait 400. Oui, mais il en resterait 400. Et donc, 1/8, c'est 50 députés élus à la proportionnelle, ou alors c'est un quart, et à ce moment-là, c'est 100 députés. Est-ce que ça, Antoine Cohen, mais je m'adresse à ça je veux bien répondre après. Est-ce que c'est pas quelque chose de d'ailleurs, il faut fort savoir que Sarkozy en 2007 ou encore Hollande en 2012 avait proposé justement une dose de proportionnelle, mais ils l'ont pas fait. Oui, je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, la plupart des pays en Europe ont le scrutin proportionnel à différents niveaux. Oui, je pense qu'une dose de proportionnelle ou à l'inverse, un scrutin proportionnel avec une prime majoritaire, c'est une bonne chose puisque le scrutin proportionnel, c'est le scrutin le plus juste puisque chaque électeur voit sa voix compter et que par conséquent, les sensibilités politiques sont représentées. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose. Sauf qu'on peut s'attendre à un redécoupage des circonscriptions qui permettent effectivement de bidouiller à nouveau et d'éviter que la proportionnelle... Oui, mais pardon, Christine. Non, mais c'est Macron, il faut pas... Pardon, Christine. S'il le fait, c'est pour son intérêt. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Pardon, Christine. Juste une chose pour être certain d'être bien compris. 577 députés qui deviennent 400, forcément, on redécoupe les circonscriptions. Autrement, ça voudrait dire qu'on en laisserait de côté 177. Ce que je veux dire, et alors là, franchement, je serais pas très content. On est d'accord. Si j'étais dans
une circonscription mais ça sans veut député. dire que s'il a lancé ça, ça veut dire qu'ils ont fait les études avant et ils ont prévu effectivement qu'ils vont redécouper de telle et telle sorte pour continuer d'avoir une majorité écrasante. C'est pas des anges. Je voudrais intervenir justement sur Guillaume Bernard. La réduction du nombre de députés, je crois que c'est totalement démagogique. Parce qu'on nous dit que ça va réduire... Ça monte venant des députés actuels. Hein, pourquoi c'est démagogique? Ça va agrandir, parce qu'on nous dit que ça va coûter moins cher, on aura moins... c'est pas ce qu'on dit. Non, pardon, c'est pas ce qu'on dit. On dit... Non, alors, pardon, juste, ce que j'ai lu, c'est que ça serait plutôt à budget égal, mais que ça donnerait plus de moyens, parce que pour ceux qui sont déjà allés à l'Assemblée nationale et ont vu le bureau d'un député de base, c'est 15 mètres carrés, 20 mètres carrés, avec un clic-clac pour qu'ils puissent dormir dedans, et la douche au 3e sous-sol. Pardon, c'est du vécu. Ils ont des frais. Pardon, c'est du vécu. Ils ont de quoi loger à l'hôtel, ils ont des Beaucoup tas le font. d'avantages. Bon, Là, faut pas exagérer, la on va pas réduction, pleurer. très franchement, si on avait, avec la population française, si on comparait avec les États-Unis, pour avoir le même nombre, je dirais, de députés, il en faudrait davantage. Non. Ah bon? On en aurait 77. Alors, pardon. Quitte à réduire le nombre de députés, quitte à leur donner des moyens, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas 80 députés? Je vois vraiment pas pourquoi. Bon, ça c'est la première des choses. Non, mais vous préférez il me semble que si on augmente la taille des circonscriptions, on risque de créer des mandarins locaux. Alors on a déjà des mandarins dans les conseils régionaux, dans les conseils départementaux. On va créer des mandarins en plus dans les circonscriptions législatives. Je suis pas tout à fait certain que ce soit une bonne idée. Sur la proportionnelle. Alors là, sur la proportionnelle, je crois qu'il y a deux raisons pour lesquelles on peut être plutôt contre la proportionnelle. Et puis moi, je vais vous dire pourquoi, la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ce mode de scrutin. Première raison, on nous dit la proportionnelle crée l'instabilité gouvernementale. C'est faux. Ça n'est pas vrai, donc je passe. La Troisième République a connu la proportionnelle et le scrutin majoritaire, il y a eu la même instabilité parlementaire. C'est les rapports de force entre l'exécutif et le législatif qui créent l'instabilité. On peut avoir de la proportionnelle sans instabilité, il n'y a qu'à voir le cas de l'Allemagne. Il y a ce qu'on appelle la défiance constructive. Vous ne pouvez renverser un gouvernement que si vous êtes capable d'en nommer un autre. Donc on pourrait être pour la proportionnelle. Mais le problème de la proportionnelle, c'est que ça crée et pardon, je sais que je suis un peu long. Ça provoque, ça oblige les partis politiques à faire des alliances après les élections. C'est un système le scrutin majoritaire oblige les partis à dire pour qui ils se désistent. Et donc moi je suis pour le mode de scrutin majoritaire. À un tour. Il y avait Michel Debré et moi, et je suis tout seul maintenant à être pour le scrutin majoritaire à un tour. Alors, pardon, là, on est deux. Juste pour comprendre, je trouve ça passionnant. La majoritaire à un tour, ça veut dire que ça le oblige premier arrivé à gagner. Et ça oblige les forces politiques à se rassembler. Si vous êtes proche de quelqu'un, mais que vous n'appartenez pas au même parti, eh bien ça oblige les partis à se réorganiser. C'est le système anglais. Ça oblige les partis à se réorganiser. C'est le système qui existe à peu près partout. Xavier Moreau, vous vous êtes pas exprimé sur ce sujet. Non. C'est-à-dire, en fait, les 5 réformes, la réduction des parlements, du nombre de parlementaires, le mandat consécutif, la proportionnelle, l'indépendance de la justice en renforçant le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, et puis la suppression du CJR. L'indépendance intellectuelle aussi. Il ne s'agit pas simplement d'être indépendant, je dirais, matériellement. Il faut être indépendant d'une doctrine. Moi, vous me semblez, autour de cette table, les plus conservateurs du monde, sauf Antoine Cohen. Vous êtes contre tout. Même la gauchiste aussi, alors. Même la gauchiste, Christine Taza. C'est bien tout ça. Honnêtement, je vais faire un peu de réponse de Normand, mais je veux aussi demander à voir. Il y a quelque chose sur lequel je suis pas tout à fait d'accord avec Guillaume. C'est le Tavarich Moreau, on n'est pas forcément toujours d'accord. En tant qu'agent du Kremlin, il y a quelque chose sur lequel je suis pas tout à fait d'accord, c'est de dire qu'il y aura des potentats locaux, parce que finalement le député, et je pense que c'est un problème d'ailleurs aujourd'hui, croit qu'il a de l'influence sur son territoire, mais en fait il en a pas. Il y a des députés de droite ou qui ont même du PS qui ont été très présents sur leur territoire et qui pensaient, voilà. Jean-Frédéric Poisson en est l'exemple. Il s'est investi, etc. Mais finalement, le Parlement, il est là pour travailler avec l'exécutif, pas pour s'occuper des problèmes locaux. Pour ça, il y a des élections locales. Donc finalement, je pense pas que le risque d'avoir des potentats locaux soit si fort que ça, parce que je pense que, pour finir, les territoires, comme on dit, n'ont rien à voir avec les députés. Voilà, ok. Alors, Xavier, nous politique fiction, vous êtes député. Ouais. Et vous êtes au Congrès où la majorité des 3/5 doit être réunie. Vous les votez, ces changements constitutionnels, ou pas ?
C'est une bonne Moins de question. parlementaires, ça vous plaît? Moi, j'ai envie d'essayer, oui. Ouais, ok. J'ai envie d'essayer. Très bien. Donc vous votez sur 1 sur 5. Et la Russie Mandat fonctionne avec consécutif. 400 députés aussi, et ça fait 11 fuseaux horaires. Donc, Pardon, je ne parle pas aux camarades Moreau, je parle aux citoyens français. Donc le parlementaire, moins, vous êtes d'accord. J'ai bien compris que les mandats consécutifs, ça vous fait pas peur, donc vous y allez. La proportionnelle? Oui. Vous prenez. Très bien. La nomination des juges directement par le CSM plutôt que par on parle des juges du parquet, plutôt que par le ministère? J'ai pas d'idée. Non, Élection, comme les district attorney, élection populaire, comme en 1791. Alors, Bravo, moi, bravo. je vais vous faire un pronostic. Et ce sera peut-être le dernier sujet, c'est que je pense que Macron, il va dans le dur, là. Il s'affronte à Larcher directement, qui jamais ne dira oui à la réduction du nombre des sénateurs et aux 3 mandats consécutifs. Donc nous n'allons pas vers le Congrès à Versailles, mais nous allons vers le référendum. C'est possible. À grande vapeur. Oui, absolument. Et c'est pour ça que les mesures démagogiques de la réduction du nombre de députés et de la proportionnelle, qui ne rime à rien, avoir 50 députés à la proportionnelle, ça ne rime à rien. Ou vous faites une proportionnelle intégrale et vous avez une défiance constructive comme en Allemagne pour éviter qu'il y ait l'instabilité, ou vous faites un mode de scrutin qui permet effectivement aux différents courants d'être représentés, mais qui les oblige à se rassembler. Le mode de scrutin majoritaire à un tour. Tout à fait d'accord. Le référendum, vous pensez qu'on va y aller ou qu'on va pas y aller? Oui, c'est clair, mais il le veut. C'est très démagogique et il a envie effectivement d'être plus populaire. Sauf que c'est très risqué politiquement. Le référendum, c'est démagogique? Non, je ne pense pas. Je pense que le référendum est bien en dernier recours. Et je pense que oui, il faut recourir au peuple quand on n'a plus vraiment de solution. Donc oui, je pense que ça pourrait être une bonne chose. Et la votation citoyenne à la Suisse, c'est pas en dernier recours, c'est une pratique quasiment seule. Ah oui. Tiens, d'ailleurs, il pourrait introduire un vrai référendum d'initiative populaire. Ça, pour le coup, ça serait intéressant. Ça, c'est vrai. D'accord. Et là, vous devriez devenir un tout petit peu macroniste. Je deviendrai favorable comme dans un cocktail. Au référendum d'initiative populaire. D'accord, très bien. Le référendum, vous êtes... moi, je suis pour, oui, bien sûr. Vous êtes pour que ça aille lieu. Moi, je suis pour. Pas que Sachant que vous voterez contre ou vous voterez pour, finalement? Avec le fait que... Je vous ai dit, moi, sur la dernière question, j'ai pas dit. Je pensais comme Guillaume Bernard parce que j'aime bien ce qu'il dit, donc très bien. Merci. Bien. Ok, voilà, c'est le mouvement d'extrogir. Mais non, sur le référendum, je pense que c'est bien, à condition qu'il y en ait beaucoup. Ouais. Parce que sinon, effectivement, ça devient des votes de censure du gouvernement. Voilà. Mais en revanche, la manière dont c'est fait en Suisse, où on vote sur plusieurs sujets chaque année, plusieurs fois, en même temps, si vous faites une question... Ça a dédramatisé le sujet. Si Macron fait son référendum dans un an et qu'il foire complètement sa politique en France, les gens vont voter contre Macron. Ouais. En revanche, si c'est une pratique régulière, où on interroge les gens, en plus, à chaque fois, sur plusieurs questions, donc du coup on va pas censurer il faut pas que le référendum soit une pratique régulière, faut vraiment le faire quand c'est vraiment le dernier recours, parce que ça sert à rien d'utiliser le référendum sur des sujets pour lesquels justement on est élu. C'est-à-dire que les Français vous élisent sur un programme et au lieu de l'appliquer vous allez redemander aux Français leur avis une deuxième fois, ça n'a pas de sens. Sauf si on impose le mode de scrutin, le mandat impératif à la place du mandat représentatif. On a le Suisse russe de notre côté et on a un autre là. Ok, je voulais vous remercier, madame, messieurs, pour cette participation. J'ai oublié, Christine me le dit elle a raison, son dernier livre qui s'appelle L'islam à la conquête de l'école. Et Christine Tazin parle d'expérience puisqu'elle a été professeure agrégée de lettres classiques pendant de nombreuses années. Ça, c'est son dernier bouquin. Voilà, merci de votre participation. Merci à tous, à une prochaine fois. À bientôt donc dans quelques jours pour une nouvelle émission de Tête à Clash. Au revoir.